Cette guerre ainsi déclenchée oppose deux armées différentes à tout point de vue. Sur le plan des moyens militaires, le Mali a l'avantage de posséder près d'une centaine de chars et d'autoblindés, une aviation équipée en MiG-17 et MiG-21, plus des armements français acquis récemment par de nouveaux accords avec la France. Enfin, une infanterie en nombre de soldats supérieur à celle de l'armée burkinabé. Face à cette armada d'équipements lourds, le Burkina dispose d'un arsenal plutôt léger. Deux vieux avions, quelques automitrailleuses et des armes légères, un corps d'officiers très jeunes à cause de l'assainissement opéré dans l'armée par le capitaine Sankara, une infanterie faite de commandos pour la plupart. C'est le combat entre David et Goliath. Sur le terrain, le Mali choisit des attaques contre les objectifs civils. L'infanterie malienne évitera, chaque fois qu'elle le pouvait, un affrontement rapproché avec les soldats burkinabés. Elle pilonne le village à distance pour tenter de s'infiltrer et de prendre position en territoire burkinabé. En fait, la guerre ne se limite pas à la zone frontalière, objet de litige. Tout au long de 1200 km de frontières communes, l'armée malienne attaque plusieurs villages burkinabés, des habitations et des réalisations socio-économiques. Elle pratique même des razzias, procède à des exécutions sommaires de paysans sans défense, abandonnant les cadavres ou les enterrant à la hâte. C'est le cas à Faramana, village situé à 2 km de Mali, à l'ouest du Burkina. La stratégie militaire de Bamako vise à saper le moral des habitants burkinabés par une répétition des bombardements aériens. Objectif, infliger une guerre éclair par un déploiement massif de chars et de blindés sur toute la frontière, avec pour stratégie l'occupation de la capitale économique du Burkina Faso, le Bout du Lasso, et des villes secondaires comme Orodara, Ouaïbia, Dori et Djibo. Avec le rapport des forces en présence, les autorités maliennes étaient assurées de faire une balade militaire en territoire burkinabé, une promenade de santé en quelque sorte. Alors le général Moussa Traoré se montrera hésitant devant les missions de médiation dépêchées par les chefs d'État africains en faveur de l'instauration d'un cessez-le-feu. Et à deux reprises, les 26 et 28 décembre 1985, l'armée malienne viole le cessez-le-feu, accepté pourtant par le général Moussa Traoré et le capitaine Thomas Sankara. Cessez-le-feu obtenu par le président en exercice de l'OUA, Abdou Diouf du Sénégal, et par d'autres médiations africaines. Sur le terrain, les combats sont violents. Le 26 décembre, ripostant au bombardement aérien des populations civiles du Nord, la DCA endommage un appareil de l'armée malienne au-dessus de Ouaïbia qui échouera dans un atterrissage forcé peu de temps après en territoire malien. Poursuivant la riposte, la base aérienne du Burkina détruit les objectifs militaires de Sikasso au sud-ouest du Mali et fait d'importants dégâts et de nombreuses victimes. Dès lors, Bamako ne croit plus à la possibilité d'une guerre éclair avec le Burkina. Cette résistance des forces burkinabées n'était pas attendue. Face aux blindés et aux chars maliens qui pénètrent en territoire burkinabé sur le front ouest, les soldats burkinabés opposent la guérilla et se lancent dans des actions commando. Une dizaine de chars maliens détruits à Koloko le 29 décembre, 2 autres récupérés et 2 véhicules maliens de transport brûlés. Sur le front nord, les combats autour des villages contestés font de nombreux morts de part et d'autre et d'importants dégâts matériels. Des chars mis en déroute et par des embuscades au commando de l'armée burkinabé, un véhicule et 2 chars maliens sont détruits à Digel. Les forces burkinabées pénètrent en territoire malien et y détruisent des objectifs militaires à Zégouan, Benena et Ouanian et prennent les localités maliennes de Kian, Boura,
Gonama le 29 décembre avant de se replier après le cessez-le-feu du 30 décembre. Seul le coup d'arrêt de Koloko, qui a décimé la colonne de blindés le 29 décembre en territoire burkinabé, décidera le général Moussa Traoré à accepter et le cessez-le-feu de la mission de 2 offices du Nigeria et de la Libye et celui de l'accord de non-agression et d'assistance en matière de défense à NAD, le 29 décembre respectivement à 23h, puis le 30 décembre à 3h du matin. Un conseil extraordinaire des ministres de l'ANAD, tenu à Abidjan le même jour, précise les conditions du cessez-le-feu. Une commission d'observateurs est mise sur pied, composée de 2 officiers de chacun des États membres et du pays observateur, commission chargée de constater sur le terrain le respect effectif du cessez-le-feu. 4 officiers ivoiriens trouveront la mort dans un accident d'hélicoptère en territoire malien le 12 janvier 1986 vers 22h30 au cours de cette mission de paix. 5 jours plus tard, à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, autour du président Houphouët-Boigny, se tient la conférence extraordinaire des chefs d'État réunissant, outre les présidents Sankara et Moussa Traoré du Burkina et du Mali, ceux de Mauritanie, du Togo, du Niger, du Sénégal et du Bénin, pays observateurs. Les chefs d'État décident du retrait des troupes maliennes et burkinabés des zones du conflit. C'est la voie de la paix apparemment définitive entre les 2 pays belligérants. La Cour internationale de justice, quelques jours auparavant, saisie dès le déclenchement des hostilités par le président burkinabé en vue d'une solution provisoire, avait prononcé un arrêt dit mesures conservatoires, invitant les 2 parties à opérer le retrait de leurs armées de la zone frontalière contestée. Une ligne de démarcation sera tracée dans la dite zone et cette ligne constituera une frontière provisoire en attendant l'arrêt définitif de la Cour internationale de la Haye. Voilà pour les faits qui ont jalonné cette guerre de Noël entre les 2 pays réputés pour être parmi les plus pauvres du monde. Dans ces conditions d'extrême pauvreté, lequel des 2 pays peut se vanter d'avoir gagné la guerre? L'armée malienne occupe les villages contestés et renforce ses positions dans cette zone à l'intérieur du territoire burkinabé, après le départ des forces armées burkinabées ordonné par le capitaine Sankara. L'armée malienne s'y implante à partir du 30 décembre. En fait, les autorités de Bamako n'ont pas atteint par cette guerre l'objectif recherché. Les autorités militaires de Bamako avaient pour objectif, sur le front nord, d'occuper les villages contestés dans la région de l'Agachère, située ici, puis de faire une pénétration à l'intérieur du territoire burkinabé, à 2 niveaux, ici, pour progresser et occuper la ville de Djibo et de Dori, et sur ce front, occuper la ville de Wangouya qui se trouve ici, et dans le même temps, les troupes maliennes occuperaient toute cette partie de la frontière avec le Mali, soit une distance de 1200 km environ, qui le conduirait jusqu'à la frontière ouest avec le Mali. Sur le front ouest, les Maliens vont progresser à 2 niveaux, passer par Koloko, se diriger vers Eredara, dans le but d'assaillir la ville de Dioulasso. Dans le même temps, une autre colonne de chars passe par Saramana pour progresser en direction de Faux, et là encore pour déboucher sur le Dioulasso qui serait alors prise en tenaille. En conclusion, les militaires de Bamako voulaient occuper une partie du territoire burkinabé que nous voyons ici, limité par cette ligne bleue. Échec donc de la stratégie militaire des généraux maliens. La résistance des forces armées burkinabées s'est avérée implacable sur tous les fronts,
où de nombreux chars et blindés maliens entrés en territoire burkinabé ont été détruits avec leurs occupants, souvent après de violents combats. D'autres gros engins du genre sont abandonnés par l'armée malienne sur le champ de bataille chaque fois qu'elle est mise en déroute. La tactique déployée par l'état-major de Ouagadougou a été opérationnelle sur le terrain. À 16 heures, je voyais une section progresser en bataille, dréchant aux victimes des engins, c'est-à-dire mon char. Alors cette troupe, alors je pensais que c'était des troupes amies. Je sortais du char pour pouvoir identifier si ce sont les miens ou pas. Malheureusement, c'était la troupe ennemie, armée d'environ une section. Qui ont commencé à tirer auprès du char. Alors, à 1 mètre, pas plus d'1 mètre, je me levais donc avec mon PM à la bretelle. On me recommandait de glisser une larme. Ainsi, j'ai été capturé à 16 heures. Alors, les embuscades commando conçues par les jeunes officiers burkinabés ont donc permis de contenir puis de repousser l'avancée des troupes maliennes en leur infligeant de lourdes pertes. Malgré tout, le bilan de la guerre reste énigmatique. Les autorités maliennes annoncent 7 ou 11 morts au total selon les déclarations et au Burkina Faso, le bilan officiel fait état de 48 morts ou disparus, 20 militaires et 28 civils. Ces hommes, ces femmes et ces enfants morts dans cette guerre malheureuse devraient être des martyrs de la paix. La paix à jamais entre deux peuples que l'histoire a forgés dans un même moule. Tirant les leçons de cette guerre inutile, on semble de part et d'autre prêcher pour la réconciliation. 4 jours après le cessez-le-feu, le président burkinabé déclare à ses compatriotes à l'occasion d'un meeting de solidarité entre les deux peuples. Je vous demande de faire en sorte que demain, après-demain, et dans les jours à venir, les Maliens et les Maliennes viennent nombreux au Burkina Faso, dans les manifestations sportives, culturelles, que nous puissions les rencontrer, dans les opérations économiques et politiques, que les Burkinabés se rendent au Mali, fréquenter les Maliens. Chacun de nous doit mettre un point d'honneur à gagner l'amitié et la sincérité, à regagner, dirais-je, l'amitié, la sincérité et la fraternité d'un frère, d'une sœur du Mali. Celui qui n'aura pas réussi à gagner l'amitié d'un Malien n'aura pas fait son devoir révolutionnaire. Et à commencer par moi-même, je le ferai. Une nouvelle page doit être tournée et la seule guerre à mener par le Mali et le Burkina est celle contre le sous-développement, celle contre la sécheresse et la désertification, celle contre la soif et la faim, contre la maladie et l'ignorance. La paix est un facteur de développement et les deux pays en ont bien besoin pour construire harmonieusement leur avenir. Compte tenu de la